Le Titanic est commémoré de nombreuses façons. Cette fresque se trouve dans un centre commercial à Hanley, Stoke-on-Trent, le lieu de naissance d'Edward James Smith, le capitaine du Titanic. Il y a eu de nombreuses catastrophes maritimes, mais le Titanic a quelque chose de particulier. Ses mythes, ses légendes et une histoire qui semble grandir à chaque fois qu'on la raconte. Bien sûr, les faits de base du voyage inaugural malheureux sont bien documentés et bien connus. Le paquebot de la White Star, le Titanic, le plus grand navire de son époque, a quitté Southampton pour son voyage inaugural le 10 avril 1912 avec 1308 passagers et 898 membres d'équipage. On l'appelait un palais flottant, l'incarnation du luxe. Sa liste de passagers réunissait toutes les classes sociales, des millionnaires et membres de l'élite aux émigrants modestes vers le Nouveau Monde. Mais les espoirs et la vie de nombreux passagers furent brisés quand elle heurta un iceberg et coula tôt le 15 avril. Le Carpathia, paquebot de la Cunard, arriva le 1er au matin pour secourir les survivants, surtout des femmes et des enfants dans les canaux, et les conduire à New York. Il y eut 705 survivants. Il y eut 2 enquêtes sur la catastrophe. L'enquête américaine a attribué la faute à G. Bruce Ismay, directeur général de la White Star Line, à la grande vitesse et au manque de canaux de sauvetage suffisants. L'enquête britannique a blâmé la vitesse, le manque de canaux de sauvetage et le capitaine Edward James Smith. Après le naufrage, les paquebots transatlantiques ont navigué plus au sud pour éviter la glace, réduit leur vitesse et emporter assez de canaux pour tous les passagers. Une enquête récente a blâmé le capitaine du Californian, qui se trouvait à seulement 19 milles du Titanic, pour ne pas avoir répondu aux fusées de détresse du Titanic et tenté un sauvetage. Elle a admis qu'il ne pouvait arriver avant le Carpathia à cause de la glace entre les 2 navires. Ainsi, le Titanic fait toujours la une de l'actualité et reste toujours controversé. Mais son histoire va au-delà des simples faits. Ce sont les mythes, les légendes, les souvenirs personnels et les associations qui font tout autant partie de son histoire. C'est depuis ce quai d'embarquement que le Titanic a réellement pris la mer. Nous arrivons juste à l'endroit où le Saint-Louis, le Philadelphia et le Majestic étaient tous amarrés ensemble à cause de la grève des mineurs. Du charbon a été pris sur les 3 navires pour alimenter le Titanic afin qu'il puisse effectuer son voyage inaugural. Cette boîte rouge et blanche sur le quai marque à peu près l'emplacement de la proue du Titanic. Les bollards auxquels elle est amarrée sont identiques et n'ont jamais été changés depuis 1912. Ils ont rendu de loyaux services au fil des années pour de nombreux navires et ont été témoins de nombreuses histoires. Donc, à midi, le 10 avril 1912, c'est ici que le Titanic aurait largué ses amarres, se serait dirigé vers Cabinet Road et serait parti directement en mer. Comme vous le savez, elle a eu un incident en route que j'expliquerai quand nous serons plus près. Eh bien, pour la première fois depuis probablement de nombreuses années, non seulement le musée maritime sur Hansen exposait de nombreux objets rares, mais des collectionneurs privés sont également venus, y compris des souvenirs de famille, des télégrammes d'époque dont nous ne savions même pas qu'ils existaient, ont été vus aujourd'hui. Hier, nous avons eu une foule très nombreuse et cela a été très satisfaisant. En fait, cela a dépassé nos attentes. Je pense qu'il y a dû avoir environ 2000 personnes qui sont passées pendant ces quelques heures et elles ont pu voir des objets qu'elles ne verront peut-être jamais ailleurs. Donc vraiment, c'est une expérience unique dans une vie. Eh bien... 80 ans, bien sûr, c'est fantastique, vous savez. Le temps a été superbe. C'était un week-end inoubliable. Il fait un temps magnifique ici, à Southampton. Nous venons de faire une croisière autour du port d'origine, d'où le Titanic est parti. Nous avons visité le musée maritime et il y a environ 150 membres ici, venant du monde entier. Nous avons beaucoup apprécié cette semaine et je suis content d'être venu. Heureux d'avoir aussi rejoint cette société. Je ne pense pas que quelqu'un s'attendait à autant de monde aujourd'hui. Moi, en tout cas, non. Je ne savais même pas qu'il y avait une société
Donc je prévois d'y adhérer maintenant. C'est incroyable qu'on s'en souvienne encore après 80 ans, et il y a un véritable sentiment d'affection autour du Titanic. C'est une histoire qui grandit d'année en année, et il suffit de regarder notre convention cette année pour voir la popularité de celle-ci, la façon dont la fascination pour ce navire, pour le luxe, pour l'époque. Et après 80 ans, c'est agréable que les gens puissent se réunir, se rencontrer en amis et parler d'un sujet comme celui-ci. Je sais que mon grand-père maternel était en fait sur le quai lorsqu'il est parti. Il était secrétaire de la compagnie Union Castle, comme je l'ai dit. Ma chère tante Lily, qui a 94 ans, son père était mécanicien de marine pour la compagnie America Line sur le SS Louis. Et il a obtenu le poste d'officier mécanicien à bord du Titanic. Et il a eu une prémonition de catastrophe. Et il a décidé de ne pas faire le voyage. Donc, bien sûr, il a survécu pour raconter l'histoire. Ma mère a eu cette terrible prémonition. Elle n'en avait jamais eu auparavant, et elle n'en a jamais eu après. Mais elle a dit, non, nous ne pouvons pas, c'est mal. Il va arriver quelque chose d'horrible. Et je vais vous dire quel genre de femme elle était. Elle avait les pieds sur terre, et pour qu'elle se comporte ainsi, c'était absolument incroyable pour tout le monde. Mais elle avait simplement cette prémonition. Je suis montée sur la passerelle du Titanic et j'ai levé les yeux vers lui. J'ai dit à mon père, quel grand navire c'est. J'ai dit, et alors que nous montions la passerelle, mon père est devenu tout pâle. Ma mère lui a demandé s'il était malade. Il a dit que non, il allait bien. Eh bien, nous sommes montés dans notre cabine, nous avons enlevé nos manteaux et nous nous sommes penchés par-dessus le bastingage pour regarder les gens en bas. C'était un bateau qui s'appelait le New York. Elle a failli rentrer dans le Titanic à cause de l'aspiration. Et mon père s'est retourné et a dit « c'est un mauvais présage ». Si le capitaine Gale, sur l'un des remorqueurs, n'avait pas été un aussi bon marin et n'avait pas empêché la collision ou une collision potentielle, quand le SS New York a fait une double embardée vers les Oceanics et que le plus grand navire du monde à l'époque, qui faisait alors 46 000 tonnes, au passage du navire, un énorme remous a tiré le bateau, provoquant une quasi-collision. Le capitaine Gale, grâce à son habileté, a positionné son remorqueur et évité la collision. S'il ne l'avait pas fait, j'aurais été responsable. Et en cas de collision, le départ aurait pu être retardé de 12 ou 24 heures et elle n'aurait pas été là à ce moment. Divers facteurs ont mené à cette tragédie, puis il y a eu cette règle absurde du Board of Trade au début du siècle. Elle disait que tout navire de 10 000 tonnes devait avoir 16 canaux de sauvetage, en ignorant totalement le fait que le navire faisait 46 000 tonnes, mais légalement, il n'avait toujours besoin que de 16 canaux de sauvetage. Après cette tragédie, chaque navire a eu assez de canaux pour tous les passagers, des patrouilles de surveillance des glaces et une coopération internationale. On dit qu'ils ne sont peut-être pas morts en vain car ils ont rendu les voyages en mer plus sûrs pour les futurs passagers. J'ai serré la main du capitaine Smith. Je lui ai parlé. Mon père lui a parlé. Il est monté sur le pont et il parlait à mon père. J'étais à côté de lui. Andrew, mon père, lui disait à quel point le navire était magnifique. Et puis le capitaine Smith lui en parlait. C'était un vieil homme adorable. Vraiment un si beau navire. Je l'ai rencontré, je pense, peut-être 3 ou 4 fois. Je me souviens seulement que mon père lui a parlé plusieurs fois et que, à 2 reprises, j'étais avec mon père et il nous a emmenés quelque part. Je suis presque sûre que ce n'était pas le pont, mais il nous a emmenés quelque part où les passagers n'allaient normalement pas. Bien sûr, à 7 ans, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais il était très gentil, je me souviens de ça, et il a beaucoup admiré $1 que j'avais. Il a été très gentil avec moi. Le 14 avril, le Titanic a reçu des avertissements de glace tout au long de la journée et de la soirée par télégraphe, mais il a continué à pratiquement pleine vitesse, soit 21 nœuds,
À 23h30, un iceberg a été repéré droit devant, mais la manœuvre d'évitement du premier officier a fait en sorte que cet iceberg déchire une brèche de 90 mètres sous la ligne de flottaison de la proue le long du côté tribord. Cela dépassait les compartiments étanches avant, dont la conception avait valu au Titanic d'être qualifié d'insubmersible et a rendu le naufrage inévitable. Le tout premier SOS mondial a été émis depuis la salle de télégraphie. Les canots de sauvetage ont été descendus juste après minuit, mais il n'y en avait que 16 bien que, conforme à la loi, ce nombre était insuffisant pour sauver plus d'un tiers des passagers. Le dernier canot de sauvetage était à l'eau à 2 heures, laissant 1500 personnes à bord pour périr. Et le Titanic a finalement coulé à 2h20 du matin. Mon père est descendu. Il est descendu avec le révérend Carter, un pasteur qui était à bord sur le pont, vous savez. Avant cela, je me tenais sur le pont et j'ai dit à mon père, « Regarde, il y a des lumières là-bas. Un navire vient à notre secours. » Et il ne l'a pas fait, et les lumières se sont éteintes. Nous sommes partis dans le noir, donc il n'y a que nous trois sur le pont du bateau. Et puis, petit à petit, il est venu avec ses amis du 3e, je crois, et il a réussi à sortir avec une personne de première classe. Parce qu'il y avait trop de monde au moment où ils ont eu le temps de chercher un canot. Parce que certains des jeunes hommes, je crois, on m'a dit, ils jouaient avec nous, ils s'amusaient bien. Ils ne pensaient pas du tout que quelque chose allait arriver. Ils n'arrêtaient pas de dire « il est insubmersible ». Ils n'arrêtaient pas de dire « il ne coulera jamais ». On ne peut rien y faire. Elle avait un énorme trou. Alors l'eau est entrée. Elle avait tout le temps. Tout le temps, nous sommes restés sur le pont du bateau. Elle coulait et nous ne le sentions pas parce qu'elle a sombré la proue la première classe. Et l'autre partie était encore hors de l'eau. Nous avons dû monter dans le canot de sauvetage. Je me souviens d'avoir été absolument terrifiée par une nuit noire, avec un navire en train de couler et des gens qui criaient. Personne n'a paniqué avant le départ des canots de sauvetage. Ensuite, la panique a éclaté. Nous étions sur l'océan, entendant les gens courir et crier sur les ponts. Vous pouvez imaginer que les gens sortèrent de leur cabine, allaient sur le pont. Il n'y avait pas de canot de sauvetage, ils couraient de l'autre côté. C'est à ce moment-là que la panique s'est installée. Il n'y avait aucune panique au moment où je suis montée dans le canot de sauvetage parce qu'il n'y avait pas assez de monde là-haut. Et y avait-il assez de personnes là pour simplement monter dans le canot de sauvetage? Ensuite, quand les autres sont sortis de leur cabine et qu'il n'y avait plus de bateau, la panique a éclaté. On l'entendait. Absolument. Le plus terrible reste le bruit des gens qui se noient. Les cris, absolument épouvantables. Ma mère disait parfois, elle n'a pas pu me faire en parler pendant des années, mais si jamais quelqu'un m'en parlait, je disais ça. Elle disait oui. Mais te souviens-tu du silence qui suivait? C'est vrai, on dirait que le monde s'est arrêté cette nuit-là. Quand les lumières sont éteintes, le navire partit et le bruit disparut. C'était terrible, terrible. Nous avons eu de la chance. Nous avions un bon canot de sauvetage dans lequel monter. Le canot sur lequel nous avons dû monter, nous avons dû attendre 3 heures avant d'être secourus. Et un autre, le Cap Haïtia, c'est bien ça? Ils nous ont recueillis. Nous avons dû mettre les enfants sur les bancs et tout ça. Et j'ai dû grimper à l'échelle pour monter. Je m'en souviens très bien. Nous avons été recueillis le matin par le Carpathia, comme vous le savez. Et le sauvetage? Sauver des personnes depuis des canots de sauvetage en pleine mer est vraiment terrifiant. Ces petites embarcations, disons, s'approchent, faute de meilleurs termes, de ce qui ressemble à un navire immense. C'était un navire assez petit, la Carpathia, mais elle paraissait immense vue de là. Et comment êtes-vous monté à bord sans passerelle, contrairement à Kay? Alors ils ont ouvert une sorte de... je ne sais pas si le mot est exact, une trappe sur le côté du navire, là où l'on déposait habituellement les bagages. Et ils ont jeté des échelles de corde, et des personnes comme ma mère et d'autres adultes ont dû grimper en pleine mer sur une échelle de corde qui bougeait,
ce qu'elle a dit être la chose la plus terrifiante. Un marin derrière, tenant pour aider. Que ne pouvaient pas faire les enfants. Nous ne pouvions pas grimper une échelle de corde. Alors ils ont pris ces grands filets à bagages et les mailles sont très espacées. Ce sont des mailles assez grandes. Les petits-enfants auraient glissé et nos jambes, nos pieds seraient passés à travers. Chaque enfant a été mis dans un sac. Je me souviens avoir été terrifiée quand on m'a mise dans ce sac, qu'on l'a attaché, puis que le sac avec d'autres enfants a été placé dans d'énormes filets et hissé à bord en sécurité. Je m'appelle Grace Richard et mon mari a survécu alors qu'il n'avait que 3 ans. En fait, l'exposition. Maintenant, il y a une grande photo de lui prise dans le sac qui a été jeté depuis le Carpathia dans les canaux de sauvetage où les enfants étaient placés puis hissés à bord. Et le voilà, debout dans son sac. Je l'ai donc prêté à l'exposition pour que les gens puissent le voir et s'y intéresser. Donc il y avait sa mère, sa grand-mère, une tante et un oncle qui étaient le frère et la sœur de sa mère. Et puis il y avait lui, âgé de 3 ans, et son frère âgé de 10 mois, et tous étaient là. L'oncle a été sauvé dans le canot de sauvetage numéro 13 et toute sa vie, il a trouvé que le numéro 13 lui portait vraiment, vraiment chance. Ma mère travaillait dans une confiserie de luxe sur Fourgate Street à Worcester et elle est tombée amoureuse du propriétaire qui était mon père. Et mon père était marié et vivait dans le Mulberry, dans la boutique de Moulton, au-dessus du Morning Shop. Et ils ont décidé de commencer une nouvelle vie dans un autre monde, à San Francisco, en Californie. Alors, il a vendu les 2 boutiques à Worcester, une dans Bank Street, une dans Fourgate Street. Il a vendu les 2 boutiques à Birmingham. Et il a donné son magasin Malvan à sa femme. Et pas mal d'argent, parce qu'il était presque millionnaire. Et ils sont montés à bord du Titanic pour aggraver les choses sous le nom d'emprunt de Marshall. Je ne sais pas, je viens du bureau des passeports à Londres et j'ignore comment cela a pu arriver. Et bien sûr, mon père a péri avec le bateau, ma mère a été sauvée et elle était sur le dernier canot de sauvetage, le numéro 13. Et elle a été projetée. Elle est restée dans l'eau pendant environ 8 heures et le Carpathia les a bien récupérés. Mon père était chef steward là-bas et il est parti sur le dernier canot de sauvetage. Nous avons montré des télégrammes, vous savez, certains venant d'Amérique, pour dire qu'il était sain et sauf, d'autres affirmant, eux, qu'ils étaient arrivés là-bas. Et les clés du café Véranda. Je suis la nièce d'une survivante qui traversait sur le Titanic à l'âge de 19 ans. Elle allait travailler en Amérique comme secrétaire et je ne suis pas sûre dans quel canot de sauvetage elle était réellement. Mais selon l'histoire familiale, juste au moment où il partait, un bébé a été jeté dans ses bras et elle s'est occupée du bébé jusqu'à leur sauvetage par le Carpathia. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que le bébé avait perdu ses 2 parents et devait hériter d'une grande fortune. Arrivé en Amérique, les autres membres de la famille de l'enfant ne voulaient rien savoir. Mon grand-père est mort dans ce naufrage et on me l'a raconté quand j'étais enfant dans la ville d'où je viens, Poole, Dorset. Qu'il a péri, il s'appelait Shannon, il venait de Queenstown, comté de Cork, qui s'appelle maintenant Cobb. Quand j'ai vérifié sa place sur le bateau, sur la liste des passagers, il n'y avait aucun nom de Shannon. L'an dernier, je suis retourné à Poole. Mon oncle m'a dit qu'il avait changé son nom en... Léonard. Et j'ai perdu mon grand-père sur le Titanic. Il était chauffeur à bord et il s'appelait Charles Bedelcombe. Né à Leicester, il a quitté la ville à cause de la récession du début du siècle pour chercher un emploi dans les chantiers navals du Sud. Son premier poste était ouvrier. Je sais qu'il y avait un chauffeur de camion, mais ce n'était pas lui. Et puis il s'est engagé à bord du Titanic, mais il a falsifié son âge pour pouvoir embarquer sur le navire parce qu'il n'était pas assez âgé. Et donc, il a perdu la vie en mer avec le navire. Il a péri à bord. Je crois qu'il travaillait en bas quand il a coulé. Il n'avait aucune chance d'être sauvé. Et son fils, qui est mon père, il était sur l'Olympique.
Je t'ai dit hier, les gens de Billy Southampton ont de la famille sur le Titanic. Eh bien, on vient de me faire passer un petit mot de notre capitaine, qui dit que son oncle, Tom Knowles, a servi sur le Titanic et a heureusement survécu. Il était sur le paquebot Mexican, un navire de passagers et de marchandises, puis il a rejoint le Titanic. Il était chef soutier et a sauté de tête depuis le haut. C'était en 1912, lorsque l'Ukrainienne dame Lori Gear s'est assise à côté du groupe et espérait, simplement espérait, qu'il y aurait une place pour elle sur le navire, si les membres de l'équipage qui avaient été engagés ne se présentaient pas. Dans ce cas, quelqu'un ne s'est pas présenté, alors il est parti et a navigué sur le Titanic. Sa femme ne savait même pas que c'était lui sur le Titanic avant qu'il ait coulé. Capitaine Smith, Edward Smith. C'était son oncle. Bien sûr, ma mère le connaissait très bien et nous avons tout entendu à son sujet quand nous étions enfants. Donc évidemment, en tant qu'enfants, nous étions très intéressés. Mon mari est juste à l'avant, à la place clé, avec son appareil photo ridicule. Je suis ici parce que mon mari est très passionné par le Titanic et son histoire, alors je l'accompagne à bord pour profiter du week-end ici. C'est un moment vraiment historique, n'est-ce pas? Je m'appelle Colin Westland Garnett, ce qui est un peu long à dire, j'en ai bien peur, et nous venons du nord-est de l'Aberdeenshire. Mon oncle James Fraser était le 3e ingénieur sur le Titanic. Il y a un lien important entre l'Aberdeenshire et Southampton. Est-ce que la famille, comme cela se faisait à l'époque, a déménagé ensemble en 1908? Mon grand-père était mécanicien et il naviguait depuis la Malaisie. Donc quand James a rejoint la White Star, toute la famille est venue à Southampton, vous voyez. Il a été ramené de New York, spécialement, comme vous le savez, car embarquer sur le Titanic était une situation très prestigieuse. Et il a été ramené spécialement pour cela. Ils étaient tous, d'après ce que je comprends, surqualifiés. Maintenant, ce qui m'étonne, je veux dire, ce n'est évidemment pas seulement un peu d'histoire. Une histoire très importante, c'est aussi une partie de l'histoire familiale, comme vous pouvez l'imaginer. James Fraser, le 3e mécanicien du Titanic, a péri à l'âge de 29 ans. 30 ans plus tard, son fils, portant le même nom et ayant le même âge, a été torpillé lors d'une mission d'escorte de convoi et a péri pratiquement dans la même situation, à la même position dans l'Atlantique. J'ai trouvé cela vraiment remarquable. Je m'appelle Martin, mon second prénom est Lightoller. Mon nom de famille est Smith et le commandant Lightoller était le cousin germain de ma mère. En d'autres termes, c'était le frère de son père. Et je l'ai rencontré. J'étais très jeune à l'époque et j'ai toujours suivi l'histoire. J'ai toujours été intéressé par ça. J'ai aussi transmis ce nom à mon jeune fils comme 2e prénom. Et je crois que ce dont je me souviens le plus, c'est de sa façon de survivre parce qu'il était scientiste chrétien. Ma mère est scientiste chrétienne. Et la croyance de la science chrétienne, c'est que ton corps est au-dessus de ton esprit. Et quand le Titanic a coulé, il a apparemment été aspiré. Il a sauté par-dessus bord alors que le navire glissait vers le fond. Il a apparemment été aspiré vers la cheminée. Et lorsque l'eau a atteint les moteurs, cela a provoqué une énorme explosion qui l'a projeté dehors. Et il est resté dans ces eaux pendant environ 20 minutes avant d'être secouru. Il attribue sa survie à sa foi en la science chrétienne. Et il a flotté. Il a réussi à faire flotter son corps, à flotter au-dessus de l'eau et à ignorer la douleur. Donc c'est l'une des choses dont je me souviens le plus. J'ai quelque chose en commun avec quelques personnes ici, car je suis aussi un survivant d'un autre naufrage, celui du Herald of Free Enterprise, qui a causé des pertes humaines. Une grande partie de l'équipage, 50%, était morte cette nuit-là. Comme pour le Titanic ici à Southampton, beaucoup de membres d'équipage ont péri cette nuit-là. J'ai une fois parlé à Bertram Dean que j'ai rencontré à Londres et je lui ai demandé « Comment avez-vous fait face au fil des années? Avez-vous souffert d'une manière ou d'une autre? Ou avez-vous fait des cauchemars ou quelque chose comme ça? Parce que je voulais savoir, pour prévoir mon propre avenir, si vous voulez. » Et il a dit « Je ne sais pas. J'avais seulement 2 ans à l'époque. Je ne me souviens de rien du tout. »
Donc vraiment, je crois que je devrais m'en souvenir. Je m'en rappelle assez souvent, en fait. Et je suppose d'une certaine manière appropriée. Et c'est une façon de se souvenir de l'équipage et des passagers le jour en question, vraiment. Ce qui maintenant, après toutes ces années, depuis que le Herald a chaviré, j'ai fini par l'accepter. Ses cheveux sont devenus gris, ils ont pratiquement blanchi du jour au lendemain quand elle avait 19 ans. Ma tante elle-même ne parlait jamais du Titanic et elle n'a pas voulu aider lorsqu'ils ont réalisé le film. Elle ne voulait vraiment plus rien savoir à ce sujet. Il y a eu de nombreux films réalisés sur le Titanic. Et celui-ci avec Clifton Webb, Barbara Stanwyck et un très jeune Robert Wagner a été tourné dans les années 1950. Ce fut un succès honorable, mais il n'a pas rencontré le même succès que le suivant, qui est La Nuit du Souvenir, le très célèbre film de Walter Lord. C'est probablement le film le plus célèbre jamais réalisé et il le restera sans doute. Walter Lord a eu un accès privilégié à, je crois, plus de 60 survivants. Et les souvenirs qu'il a recueillis auprès d'eux ont évidemment aidé à la rédaction du livre. Mais ils ont aussi été utilisés, ou beaucoup d'entre eux ont été utilisés comme conseillers techniques sur le film lui-même pour garantir l'exactitude. Même aujourd'hui, je veux dire que ce film est un film incroyable quand on le regarde. Mes enfants et moi l'adorons. L'intérêt principal pour le Titanic vient surtout de son mystère. Et quand le docteur Ballard a retrouvé le navire, une partie du mystère s'est envolée. Les gens pensèrent l'avoir posée droite sur le fond marin avec ses cheminées, ce qui est absurde. Mais ensuite, ils l'ont retrouvée en 2 morceaux, ce qui prouve une partie des témoignages de l'époque, certains ayant affirmé qu'elle s'était brisée en 2, ce que la plupart des gens ne croyaient pas non plus. Depuis que Ballard l'a retrouvée, je constate que de plus en plus de gens s'y intéressent, surtout les plus jeunes. Des enfants réalisent des projets partout dans le monde, ici en Amérique, au Canada, un peu partout, sur le Titanic. Nous sommes contactés par des écoles du monde entier pour obtenir des informations sur le navire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé le livre, afin que les bibliothèques peuvent se référer au livre avec tous les articles de journaux, sans passer beaucoup de temps à chercher ailleurs. Mais cela concerne un large éventail d'âges. Cela touche littéralement des gens de « oh, je ne sais pas ». Des enfants de 3 ou 4 ans qui regardent Atlantique, latitude 41 ou autre, jusqu'aux adultes de 70, 80 ans. Certains se souviennent avoir vu le navire descendre les eaux de Southampton. L'intérêt est immense. Il va littéralement des livres aux films, aux journaux, à la musique, à la porcelaine, jusqu'à la collecte de récits personnels et la collecte de signatures des survivants sur des enveloppes philatéliques, des cartes postales et des objets de ce genre. L'intérêt a tellement grandi ces dernières années qu'il y a un commissaire-priseur spécialisé à Londres qui organise chaque année une vente aux enchères Titanic, ce qui suscite un immense intérêt et attire aussi beaucoup l'attention des médias. Nous constatons que, comme notre boutique se trouve dans le Nord, qui était l'une des principales régions où vivaient tous les membres d'équipage, cela attire beaucoup d'intérêt. Nous recevons pas mal de gens qui viennent simplement discuter, et ils disent « Oh, mon grand-oncle était sur le Titanic » ou « Mon grand-père était sur le navire ». Certains ont survécu, d'autres ont coulé avec le navire. Et nous pouvons garantir, je pense qu'au moins une fois par mois, quelqu'un de nouveau vient et a un lien avec le Titanic. La plus classique, c'est l'étard, c'est la dame qui est venue un jour et qui a dit qu'elle possédait un service à thé en porcelaine du Titanic. Je ne l'ai pas cru. Elle a décrit la porcelaine et il s'est avéré que ses parents tenaient une maison d'hôtes à Southampton. Certains membres de l'équipage du Titanic, en particulier les officiers subalternes et les officiers, étaient logés chez différentes familles ou dans des hôtels et des endroits de ce genre. Et dans ce cas, le deuxième maître d'hôtel a fait visiter le navire à la famille. La mère a souligné la beauté de la vaisselle. Juste avant le départ du Titanic, une boîte contenant un service à thé est arrivée, et ce service à thé se trouve encore ici, quelque part dans le nord, à moins d'1 mile d'ici. Tout est emballé, et j'espère, vous savez, que c'est le genre de choses qui devrait aller dans un musée. Le musée de Southampton expose une belle collection d'objets du Titanic.
Cela va de l'épée du capitaine Smith à des objets personnels de certains survivants et de certains membres d'équipage qui ont péri avec le navire. Il y a une collection très intéressante là-bas. La montre d'avant. Oui, et c'était le télégramme que maman a reçu pour confirmer qu'il n'avait pas été sauvé. Il faisait partie de ceux qui, heureusement pensait-il, ont été transférés de l'Olympique au Titanic, qui était en fait, vous savez, le navire de prestige, bien sûr, de l'époque. Et ils n'avaient pas de réserve à propos de l'Olympique parce qu'elle avait eu 1 ou 2 accidents et un gros. J'ai reçu une lettre écrite seulement en janvier 1912 où elle a endommagé une hélice. Et bien sûr, monter à bord de l'insubmersible Titanic, c'était vraiment quelque chose. C'était tout simplement ironique. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais nous avons essayé de connaître l'heure. D'après les mains, il semblerait qu'il soit allé dans l'eau entre 8h10 et 2h. C'est comme ça que j'ai compris les choses. Et son corps a été retrouvé, selon l'histoire de sa mère, par des pêcheurs, et ils l'ont enterré en mer, bien sûr. Et ils ont renvoyé tous les effets personnels que la mère avait, qui sont ensuite arrivés en ma possession. Lorsqu'elle est décédée à 86 ans, j'ai pensé qu'il serait bien de le donner ici, sachant qu'ils avaient une exposition. Et je suis encore plus heureux depuis que je suis venu à cette convention parce que les gens sont vraiment intéressés et ils prennent beaucoup de plaisir à voir ces objets. Donc c'est vraiment agréable de savoir que, vous savez, les gens en tirent cette satisfaction. Ils ont tendance à vouloir quelque chose provenant réellement du navire, ce qui est pratiquement impossible maintenant, même si le Titanic est resté au port pendant quelques jours. Elle n'était pas ouverte au public, sans visites autour, et il n'y en avait pas beaucoup. Comme il y avait de nombreux navires, la majorité des objets récupérés ont été subtilisés par l'équipage ou des VIP. Vous savez, ils montaient à bord pour un souvenir, exactement comme ils le font aujourd'hui sur le Kiwitu ou le Canberra, et ils repartirent avec un menu ou quelque chose comme ça, ou une boîte d'allumettes. Et ce sont ces objets-là qui proviennent réellement du navire. Mais bien sûr, beaucoup de choses sont simplement estampillées White Star Line, donc, vous savez, on ne peut pas toujours prouver leur provenance. Mais la majorité des gens veulent juste un petit souvenir. C'est ainsi qu'une entreprise locale a décidé de fabriquer des souvenirs commémoratifs spéciaux. Je me souviens bien sûr du navire jumeau olympique. Quand j'étais petit garçon, on m'emmenait sur la jetée de Southampton pour regarder ces magnifiques paquebots remonter les eaux de Southampton. Et je pense que tout est parti de là. Il y a la fascination de l'histoire et de la tragédie et la façon dont cela a profondément marqué Southampton, où je suis bien sûr né. Et donc, il y a 10 ans, pour le 70e anniversaire, j'ai en fait demandé à Lawrence Bagley, un aquarelliste très célèbre, de réaliser une peinture pour commémorer le 70e anniversaire. Beaucoup de gens collectionnent des cartes postales. Et encore une fois, les cartes originales du Titanic sont assez chères. Nous avons fait fabriquer nos propres éditions limitées. Mais il y en a beaucoup sur le marché qui ont été reproduites à partir de photographies originales. Le musée folklorique d'Ulster à Belfast, ils en ont fait une très bonne sélection. Une des choses que beaucoup de gens aiment aujourd'hui, ce sont les photos du Titanic. En 1912, juste après son naufrage, les entrepreneurs ont produit toutes sortes d'estampes. Celle-ci en particulier est une estampe de 1912, bien qu'il soit écrit Titanic. En réalité, c'est l'Olympique. Les deux navires étaient pratiquement identiques, mais le pont promenade du Titanic était bas fermé. Les entrepreneurs de l'époque ne s'en rendaient pas compte ou ne s'en souciaient pas vraiment. Quand on regardait le navire de profil, les deux étaient très légèrement différents, donc ils utilisaient généralement l'Olympique pour presque tous les objets du Titanic. À part les photographies originales, il s'agit d'une impression colorisée à la main du navire conçue pour être vendue, probablement pour environ 3 ou 4 pence en ancienne monnaie, pas en monnaie moderne, juste pour récolter de l'argent pour eux. D'habitude, certaines étaient vendues au profit des fonds de secours, mais celle-ci était purement commerciale. Celle-ci est une véritable photographie du Titanic,
tiré là encore quelques jours seulement après le naufrage, et elle le montre quittant les eaux de Southampton. Celles-ci sont beaucoup plus recherchées que le type précédent, qui sont essentiellement des interprétations d'artistes. Cette impression a été réalisée en 1983 et montre le Titanic en train de couler. L'artiste Chris Major a pris des libertés en représentant les plaques de glace absentes à l'époque. Superbe impression qui a également été utilisée comme puzzle et comme couverture de livre. Pour revenir à aujourd'hui, celle-ci de Simon Fisher montre le Titanic venant tout juste de quitter Southampton. Simon a également réalisé une autre peinture du Titanic à Queenstown, du Lusitania, du Queen Mary, du Queen Elizabeth et de quelques autres navires plus modernes. Mais celle-ci est superbe, elle donne vraiment une idée de la taille du navire. Cette impression est celle de Ken Marshall, le célèbre peintre de marine américain. En ce qui me concerne, c'est la représentation la plus impressionnante du Titanic qui ait jamais été réalisée. Elle le montre, avec toute sa puissance et son élégance, avançant à pleine vitesse, soit entre 21 et 22 nœuds à travers l'Atlantique. J'aime comme il flotte sur l'eau, fier et beau, avec ses hautes et belles cheminées. Et c'est exactement comme cela qu'un navire de cette envergure doit être. Cela montre bien la grandeur du navire sur l'eau, et je pense que cela le représente bien. J'ai vu beaucoup de peintures du Titanic. Et je n'ai pas encore vu une peinture de la poupe du Titanic aussi bien représentée. Je suis Joyce Watson de Leicester et c'est mon petit-fils James qui est passionné. Et j'ai fait la peinture pour lui pour son 15e anniversaire, qui est vendredi prochain, vendredi saint. Voici quelques-uns de ses dessins, et ça c'est l'un de ses dessins, et voici quelques images qu'il a réalisées sur ordinateur. Eh bien... Quoi? Ce sont des images dessinées à l'ordinateur, qui sont faites avec une souris, c'est-à-dire un appareil que l'on contrôle à la main, on le déplace et cela crée l'image à l'écran. Beaucoup de dessins, il est vraiment passionné par ça et je pense que ça m'a aussi donné envie de m'y intéresser. J'ai travaillé toute ma vie au chantier naval de Southampton et je suis très intéressé par l'histoire des anciens paquebots. Et la plupart des photos que j'ai aujourd'hui viennent de Southampton et elles concernent toute la réparation des navires et les collisions de la White Star Line. Ces photographies ont été prises par Max Mills, le photographe de Southampton, et elles ont été prises à l'Ocean Terminal, d'où le Titanic est parti. Et elles ont été prises après son retour de l'île de Wight. Il a eu une collision avec le croiseur HMS Hawke, et comme vous pouvez le voir, les dégâts étaient assez importants. Et cela a en fait scellé le destin du Titanic, car le navire a dû retourner à Belfast pour des réparations. Et cela a pris environ 4 semaines et pendant ce temps, les ouvriers ont dû quitter le travail sur le Titanic et passer à l'Olympique. Et cela a causé un retard dans le départ du Titanic qui aurait dû avoir lieu en mars, mais il a été repoussé jusqu'en avril. Et le reste, c'est l'histoire, c'est ce qui a causé les dégâts. Mon intérêt pour le Titanic est général, vraiment, mais il a augmenté quand mon frère a déniché ce disque 78 tours de 25 cm lors d'une brocante. Et j'ai réalisé que nous avions quelque chose de grande valeur et nous l'avons écouté plusieurs fois. Heureusement, j'avais une platine 78 tours et puis je l'ai simplement laissée de côté. La musique sur partition était le divertissement populaire de l'époque, même s'ils avaient en des disques 78 tours. La musique sur partition était beaucoup plus abordable et beaucoup plus de gens pouvaient chanter l'utiliser. À notre connaissance, il existe environ 40 partitions différentes liées au Titanic. Cette statue se trouve à Colne, dans le Lancashire, et commémore Wallace Hartley, le chef d'orchestre du Titanic. Nous n'avons pas beaucoup de héros à Colne, mais je pense que Wallace en faisait partie et qu'il devrait être reconnu comme tel.
Combien de personnes, ou d'hommes devrais-je dire, seraient restés à leur poste alors que le navire coulait sous eux? Il a essayé de calmer les passagers qui commençaient à paniquer, et il a tenté de les apaiser avec sa musique. D'ailleurs, le reste de l'orchestre a fait pareil. Là, nous avons une scène devant l'entrée de l'église primitive de Skipton Road, en direction du cimetière de Colne pour les funérailles de Wallace Hartley. Et cela montre 2 tramways sur Keighley Road avec des gens alignés de chaque côté de la rue. Et ce jour-là, plus de 40 000 personnes étaient à Colne, et il n'y a jamais eu autant de monde à Colne depuis ce jour-là en 1912. Ceci est un violon plutôt intéressant. Il a été fabriqué à environ 300 mètres d'ici, là-haut à Colne, par Seth Lancaster, qui est un ami de Wallace Hartley et qui rend hommage aux musiciens du Titanic. Si vous regardez ici sur la touche, on voit gravé le début de l'hymne « Plus près de toi, mon Dieu », qui aurait été joué lorsque le navire a coulé. Et à l'arrière, nous avons une peinture à l'huile de Wallace Hartley et au-dessus, une autre du Titanic. Le violon est appelé violon du Titanic. Voici le numéro 92 de la rue Greenfield à Colne, la maison où Wallace Hartley est né le 2 juin 1878. Voici le cimetière de Colne, où Wallace Hartley a été inhumé le 18 mai 1912. Voici le service hindou du dimanche 21 avril 1912 pour la perte du paquebot de la White Star Line, le Titanic, à Southampton. La plupart des grandes églises des environs ont organisé un service commémoratif spécial, tout comme les grandes églises telles que Saint-Paul à Londres et beaucoup d'autres grandes églises dans différentes villes. La perte de vies humaines parmi l'équipage était incroyable. Elle était très élevée. Ceci est le mémorial dédié à l'équipage du Titanic, érigé par les veuves, les mères et les amis des hommes qui sont morts. Avant, il n'était pas ici. Il était autrefois à l'air libre dans le parc Southampton Common, mais après avoir été vandalisé, ils l'ont déplacé dans l'enceinte de l'église Holyrood à Southampton pour le protéger. L'urne que vous voyez ici a été remplacée, mais l'un des points positifs, c'est qu'en la nettoyant, les détails du navire, le Titanic, tout en haut, ont été révélés de façon spectaculaire. Alors que je réfléchissais à la façon de commémorer un tel événement, bien que je reconnaisse l'intérêt que vous portez tous à ce navire et aux événements entourant son lancement, son voyage et son naufrage,
En tant que recteur de cette ville, l'une des premières choses que j'ai apprises en arrivant ici, c'est que dans ma paroisse, dans la partie de la ville connue sous le nom de Northern, il n'y avait pas une seule famille qui n'ait pas perdu quelqu'un dans cet accident. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que nous faisons ici aujourd'hui, je me suis souvenu de la tristesse et du chagrin de cette ville. Et je réfléchis à cela dans une communauté maritime. Il est toujours bien connu qu'aucun navire n'est insubmersible et que la grande aventure du voyage et du commerce n'est pas sans coût. Ceci est le mémorial de Southampton, dédié aux mécaniciens du Titanic, les hommes qui ont maintenu les lumières allumées jusqu'au bout, qui sont restés à leur poste et qui, tous sans exception, sont morts le 15 avril 1912. J'aimerais vous parler de cette brochure en particulier. Elle a été commandée par l'Institut des ingénieurs maritimes, Guilde de la bienfaisance, pour cet anniversaire en particulier, le 80e anniversaire. La Guilde de la bienfaisance est probablement le seul lien direct entre une œuvre de charité et le Titanic. Et lorsque les 36 mécaniciens du Titanic ont tous perdu la vie lors de cette terrible nuit, l'un des journaux de l'époque, je crois que c'était le Daily Chronicle, a décidé de collecter des fonds pour les veuves et les orphelins des mécaniciens qui ont péri. Et bien sûr, les journaux ne peuvent pas faire cela en permanence. Ils ont d'autres choses à faire. Ils ont demandé à l'Institut des ingénieurs maritimes de prendre toute l'affaire en charge. Ainsi, depuis 80 ans, notre institut aide tous les ayants droit non seulement du Titanic, mais aussi de ceux qui ont suivi. Et nous sommes très fiers de cette tradition. C'est une tradition merveilleuse, vraiment merveilleuse. S'il n'y avait pas eu les mécaniciens, il n'y aurait eu aucune lumière après la collision avec l'iceberg et des choses comme ça. Et ils ont maintenu les lumières, par exemple, en particulier. Et pas seulement les lumières, mais aussi d'autres services en fonctionnement. Pouvez-vous imaginer la panique qui aurait régné si toutes ces lumières avaient été éteintes sur ce navire et avec tous ces gens? Ils n'auraient pas su comment sortir des entrailles du navire. Cela aurait été terrible. Donc je pense que les ingénieurs, ils ont fait un travail absolument remarquable. Cet événement dramatique a marqué presque tout le monde, surtout à Southampton, mais aussi à Belfast, Liverpool et Londres. Et je pense que tous ces événements qui ne se seraient probablement pas produits si le navire était arrivé 15 secondes plus tard ou 15 secondes plus tôt ne seraient jamais arrivés. Je veux dire, le veilleur finit par se suicider. Il y avait des gens qui se sont enfuis pour commencer une nouvelle vie en Amérique. Tout cela fait une histoire. Donc avec les 1500 personnes qui ont péri, vous avez 1500 histoires et ceux qui sont restés, ils ont aussi des histoires à raconter. Eh bien, même si je n'ai jamais eu mon père et que je n'ai jamais su à quoi il ressemblait, je l'ai toujours aimé. Et c'était dans le Worcester Evening News. Il y avait une photo de 3 hommes qui vivaient dans le Worcestershire et qui ont péri dans le Titanic. Et l'un d'eux était mon père. Et j'avais 78 ans. Quand je regardais cela, je regardais mon père et j'ai dit, et je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, je ne pouvais pas lire à cause des larmes. J'ai d'abord pris mon déjeuner et j'avais vécu 78 ans. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Eh bien, je suis impressionnée, très impressionnée par la jeune génération, vraiment impressionnée. Je pense que c'est toute l'histoire du Titanic, qu'il était le meilleur ou le plus célèbre des paquebots du monde. Et comme c'est le 80e anniversaire, nous sommes venus ici pour le célébrer et pour discuter, nous présenter, poser des questions, parler aux gens, aux survivants. Je trouve fascinant comment ils ont retrouvé l'épave et le navire et dans quel état il est. Je me suis aussitôt plongé dans l'histoire. J'ai posé des questions, je suis allé voir des gens, j'ai écrit à des personnes, reçu des lettres du docteur Ballard et de survivants et je me suis vraiment investi. À partir de là,
Je m'intéresse à tous les si et les mais et tout ça. Si le départ avait eu lieu à l'heure, si l'Olympique et le Hawker ne s'étaient pas percutés, ils seraient partis à l'heure. Si le Titanic était entré en collision avec le New York, ça l'aurait arrêté à temps si le capitaine Smith n'était pas allé aussi vite, ou si ce navire qui était dans la zone avait allumé la radio et l'avait appris. J'aime les si, les mais et le mystère qui entoure cela. C'est vraiment fascinant, il y a une sorte d'aspect caché qui est vraiment addictif. Et une fois qu'on s'y intéresse, on ne peut plus s'arrêter. On ne peut pas s'en détacher. Et il n'y a aucune explication verbale pour dire ce que c'est. C'est juste là, et une fois qu'on le connaît, on ne peut plus s'en détacher. Je m'intéresse aux mystères liés au Titanic, ainsi qu'aux aspects techniques du navire et des personnes. C'était la fin d'une époque, l'époque victorienne. Je pense que c'était le début d'une nouvelle ère, avec de nouvelles règles maritimes. C'était à la fois un début et une fin. C'était un symbole de l'ère du luxe, du mode de vie. C'était un jouet pour les riches. Et l'homme se sentait tellement en sécurité, tellement sûr de lui. Et c'est pourquoi la catastrophe du Titanic a provoqué un choc et des répercussions à travers le monde. Rien d'autre ne l'a jamais égalé. Et toute cette construction, tout ce travail, et en une nuit, il avait disparu. Cela n'arrivera plus jamais. Le monde ne reverra plus jamais la lumière du Titanic. Qu'est-ce qui reste pour nous donner une impression du luxe et de l'importance de ce grand navire? Voici l'annexe à Northumberland, en Angleterre, et voici l'hôtel White Swan. Il contient le salon de première classe complet du navire jumeau du Titanic, l'Olympique, et nous donne probablement la meilleure impression restante du luxe du Titanic. Le salon de première classe était sur le pont Promenade. Un écrivain contemporain a dit que c'était un noble appartement de style Louis XV, dont les détails étaient inspirés du palais de Versailles. Ici, les passagers se livreront à la lecture, à la conversation, aux cartes, au thé, à la boisson et à d'autres échanges sociaux. La pièce a une longueur de 59 pieds, une largeur de 63 pieds et une hauteur de pas, moins de 12 pieds, 3 pouces. Les murs sont décorés de boiseries finement sculptées dans lesquelles, sans nuire à la symétrie de l'ensemble, la fantaisie du sculpteur s'exprime dans des détails toujours renouvelés. Cet escalier provient également de l'Olympique et même la porte-tambour de l'hôtel. Quand le Titanic a coulé, les entrepreneurs ont vite profité de diverses opportunités, comme je l'ai déjà mentionné. Voici ce qu'on appelle un rivet du Titanic. Il est en fait gravé sur le dessus SS Titanic 1911. Perdu le 14 avril 1912. Alors le monsieur à qui j'ai acheté ceci, qui était un antiquaire, son père l'a acheté pour lui et son père était un survivant du Titanic. Je ne le savais pas avant d'avoir envoyé le chèque et qu'il m'ait appelé pour accuser réception du chèque.
J'ai demandé par hasard d'où cela venait, et il s'est avéré que son père était en fait un survivant. Nous avons le nom et il correspond à la liste de l'équipage. Donc on peut supposer qu'il l'a simplement acheté pour se rappeler à quel point il a eu de la chance de s'en sortir. Lorsque le Titanic a pris la mer, la plupart de ses installations étaient gratuites, sauf pour des choses comme le bain turc ou le bain électrique. Ceci est un véritable billet du Titanic permettant à son porteur d'accéder au bar pour 4 shillings, soit 20 pence ou 1 dollar américain. En 3e classe, voici ce que nous pensons être une coupelle à beurre. Ce n'est pas du Titanic, mais elle est identique à celles utilisées sur le Titanic. La porcelaine de 3e classe était généralement de très mauvaise qualité. C'est presque comme de la faïence. C'est pareil pour cette cafetière, assez grande sûrement de 3e classe, car celle de 1re classe était plus petite et soignée. Beaucoup d'entre elles étaient sûrement en porcelaine. Encore une très belle pièce de la même époque. Voici cette magnifique pièce. Je pense que c'est une soupière ou une saucière avec sa louche, tout estampillé White Star Line. Ce n'est pas du Titanic, mais elle est en fait datée de 1910. Donc les plus anciennes, eh bien en fait, nous savons que celles-ci étaient identiques à celles réellement utilisées sur le navire. Maintenant, cette tasse et cette soucoupe à motif turquoise, celles-ci, proviennent en fait du Titanic. Elles ont été retirées du Titanic pendant son séjour à Southampton par un visiteur. Je ne dirai pas un membre d'équipage, je ne sais pas qui les a prises. Mais de toute façon, ces deux-là portent en fait le numéro de l'eau du Titanic, tout comme cette pièce ici. Cette pièce a aussi été retirée malheureusement et nous n'avons pas vu la tasse assortie. C'est une belle chose. C'est de 1re classe de très grande qualité Copeland Spode. Et tout l'extérieur est en feuilles d'or. Ces objets avec le même motif que ceux-ci ont été récupérés au fond de la mer lorsque les Français ont plongé sur l'épave en 1987. Ce 80e anniversaire du naufrage du Titanic a vraiment été tout à fait extraordinaire. Nous avons été des milliers à nous souvenir du Titanic, mais en réalité, combien d'entre nous s'en souviennent vraiment? Combien d'entre nous l'ont réellement vu? Donc, ce qui se passe ici n'est pas un souvenir personnel et réel du navire, mais plutôt le souvenir d'une histoire, d'un mythe, d'une légende, qui a été transmise de personne à personne, de génération en génération, d'année en année. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que, alors que la mémoire personnelle d'un événement s'estompe avec les années, le souvenir du Titanic semble être devenu plus fort et plus grand à chaque fois qu'il a été raconté. Nous sommes venus ici pour participer, prendre part à cette convention, pour prendre part, comme je l'ai dit, à un morceau d'histoire, mais aussi pour tout se rappeler. Et c'est peut-être aussi le moment de se rappeler que nous ne devrions pas faire de commentaires aussi stupides que insubmersibles. Mais aussi, en entendant tout ce qui s'est passé ce week-end, il est peut-être grand temps que nous arrêtions de chercher un coupable. Nous ne voulons plus de scandale, plus de recherche de fautes. Et peut-être que nous ne voulons plus que le Titanic soit dérangé. Tu ne crois pas ? Merci de nous avoir regardés. Pour soutenir la création de contenus historiques captivants, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.